Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Oui, je dis toujours bonsoir puisque j'enregistre mes podcasts le soir. Effectivement, vous pouvez les écouter à n'importe quelle heure de la journée. J'écoute la chanson, alors du coup, j'ai même plus envie de parler tellement je la trouve incroyablement belle. J'ai choisi cette chanson en introduction de podcast parce que je sais que Adrien Malfroy l'affectionne particulièrement. Et en ce qui me concerne, je crois que c'est même plus que de l'affection que j'ai pour cette chanson parce qu'elle parle de la foi, du fait de croire. C'est une chanson qui est vouée à Dieu, peu importe ce que vous avez envie de placer derrière le mot Dieu. Exceptionnellement, j'introduis ce premier épisode seul puisque Adrien et moi n'avons pas enregistré d'introduction et que Adrien est beaucoup plus cool que moi à ce sujet. Donc comme vous l'aurez compris, on est sur une série que j'appellerais inédite qui n'a absolument rien à voir avec... absolument rien à voir... qui n'est pas dans la continuité de mes podcasts habituels. C'est ce qu'on pourrait appeler une série exclusive que je partage donc avec Adrien qui est ostéopathe émotionnel qui travaille sur l'ostéopathie de manière générale, les réflexes archaïques et les émotions liées au corps. Adrien était avant tout mon thérapeute et de fil en aiguille dans la sympathie de nos échanges, je lui ai mis l'idée que ce serait super sympa de l'inviter dans un de mes podcasts et ce qui devait être une invitation est en fait devenu un échange, une collaboration et que je suis ravie de partager avec vous et que j'espère nous introduirons à deux pour les prochains épisodes. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. J'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, pour tous les commentaires que je vois, que je lis, que je reçois en privé. Tous les partages, les vues, voilà, je suis ravie de constater que quand on fait les choses dans l'amour et qu'on donne dans l'amour, on reçoit également dans l'amour. C'est les lois de l'univers. Je vais pas m'étaler plus longtemps parce que j'ai pas du tout envie de prendre le monopole de ce podcast qui n'est pas le mien mais le nôtre. Et je vous souhaite à toutes et à toutes une très 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 belle écoute. On enregistre. À partir de maintenant, c'est bon. C'est bon, là, on enregistre, mais je couperai le début si nécessaire. Bonjour Adrien Malfroy. Bonjour Sophie Aura. Bon, comme vous écouterez sans doute le premier podcast, qui n'est pas si dégueu que ça, vous vous rendrez compte que je déteste quand Adrien m'appelle par mon prénom. Voilà. Complet, hein. Complet. Ouais. Mon prénom complet. Je n'aime pas être complète. Écoute Adrien, qu'est-ce qu'on fait? On est bien parti. Déjà, on est bien parti, mais on n'a pas estimé de thème nécessaire aujourd'hui. Donc, c'est un peu une conversation qui se poursuit, parce qu'on l'a commencé déjà un peu avant. Oui. Est-ce qu'on continue notre conversation précédente, très intéressante? C'est toi qui vois. Non. C'était un peu trop privé. Et on fait un petit état émotionnel du jour. Ah, très bien. État émotionnel du jour. Super. Ouais. Alors, pour le coup, moi, très content de le faire, donc très joyeux. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on va exploiter dans la joie? Tu veux pas être dépressif? Ah, mince. Alors, moi, je t'offrirais la possibilité de voir que c'est parce que tu peux te sentir en joie que aller voir ce qui va moins bien est possible. C'est plus agréable. On est d'accord. C'est une invitation. Ce qui est délicat avec certains patients, justement. Ouais. C'est que dans certaines séances où on vient pour travailler une émotion, on se rend compte que finalement, c'est pas encore accessible tout de suite. Et on va quelque part se ressentir d'une émotion qui est plutôt légère, plutôt agréable, parce qu'il y a des outils différents qui amènent ça. Et du coup, surpris par le fait que c'est pas forcément aussi dramatique que ce que les gens peuvent attendre. J'étais un peu comme ça moi au début. Je venais pour la colère, mais elle a mis longtemps à sortir. Je pensais que j'allais y accéder plus vite, mais oulala. Toujours pareil, une émotion, elle vient jamais toute seule en général. Et si en plus elle est accompagnée de peur, elle est extrêmement limitée. Mais je me souviens plus si toi, la première fois, tu as ressenti un truc plutôt agréable, si ça avait été douloureux, si ça avait été exigeant. À la fin, c'était hyper agréable. Je me souviens, je suis sortie, c'est comme quand j'avais 15 ans et que je fumais des joints. Une sensation d'être posée, détendue. Je sais que c'est pas la meilleure comparaison que je peux faire, mais Allez, alors on va dire certaines personnes comprendront, mais ouais. ceux qui
durant cette expérience-là. J'espère bien, mais... Mais elle est plus intéressante, cette notion d'aller chercher quelque chose d'agréable en soi, parce que le corps n'est pas que tension, n'est pas que contrainte, n'est pas que problème, c'est ça qui est merveilleux. En soi. Et tu vois, on vient de mettre le doigt sur un truc, en soi. Et en fait, longtemps, j'ai associé que c'était toi qui me procurais ça. Ah oui, exact, ouais. Incroyable. Mais non, mais là, ça s'illumine par rapport à notre conversation précédente. En moi, en fait, tu m'as aidé à aller chercher ça. Oui, ce sont des outils. Des outils, mais il y a encore quelques jours en arrière, disons-le clairement, j'avais l'impression que c'était toi qui m'apportais ça. Et là, je viens de comprendre un truc énorme. Et pour autant, de moi verbaliser tout le temps que je ne suis pas responsable de ce que tu peux ressentir. Oui, mais Adrien, je t'apprendrai pas qu'il y a une différence entre dire, entendre, comprendre. Complètement, sauf que je ne peux pas te laisser le croire, et donc je te le dis, que tu l'entendes ou pas, parce que quelque part... Oui, tu me l'as toujours dit. Tu l'entendras à un moment ou un autre, donc ça vient aujourd'hui, tant mieux. Oui, mais je te répondais, en plus je te disais, oui, je sais très bien que toi, t'es là. Oui, ça c'est ce que tu répondais, sur la façade. Mais en toi, tu avais une sensation différente, tu avais une perception différente. Ouf. Donc du coup, cette perception perturbait... Que de liberté. Bah, exactement, donc déjà, sauf que la liberté, ça veut pas dire toute seule dans mon coin, je peux ressentir ça, ça enrichit au contraire la relation avec les autres. Ouais. De fait, c'est je me donne le choix, et là on va parler sans en parler, le choix d'avoir autour de moi des gens qui me procurent cette sensation-là, dont j'espère qu'ils ressentent la même chose que moi. Et si c'est pas partagé, ça c'est un truc fabuleux. C'est-à-dire qu'en gros, moi ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est que je le partage avec toi. Je ressens ce que tu peux ressentir a priori. Je suis à fond avec toi. Oui, on est à fond, on boit de la tisane et tout, on est chaud. Dans la sensation des séances, parce que là pour le coup, c'est le travail émotionnel est plutôt lié à qu'est-ce que moi je ressens de ton histoire pour intuitivement poser des questions qui ont l'air d'être évidentes. J'adore quand tu fais ça. Ouais, vraiment. Je trouve que ce cheminement, cette façon d'analyser, d'observer l'autre et de... Tu sais, c'est comme si j'étais une petite boule de laine et que tu m'aidais à remettre mes ficelles droites. Tu vois, tu me démêles un peu, mais c'est moi qui dois aller... l'image est un peu bizarre. Mais, non, elle parlera à certaines. Ouais. Il y a certains. Ouais. C'est-à-dire que la pelote de laine, c'est un peu cette idée qu'il y a quelque chose de noué en soi. Ouais. Mais quelque chose de noué en soi, c'est que il y a forcément deux bouts, il n'y en a pas 36 000. Oui. Et que du coup... Il s'agit au départ de trouver quelque chose qui va nous permettre de tirer un fil. La symbolique on tire un truc, on voit jusqu'où ça nous mène. Ça amène tout un tas d'émotions, ça amène une situation particulière. Et effectivement, la réalisation, c'est que c'est peut-être juste une étape parce que c'était celle qui était abordable tout de suite. T'en enlèves un, et on peut imaginer qu'ensuite, une fois qu'elle est un peu plus perceptible, plus facile, d'aller chercher ce qui est vraiment au fond des choses. Ouais, et du coup, après, quand elle est toute démêlée, ce qui fait très peur, c'est que t'as l'impression qu'il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que tout est libre, tout est grand ouvert, tout est... Ouais, moi, c'est ce que je ressens intérieurement, là. Il y a une sensation de ce que tu es en train de décrire potentiellement, que comme je m'identifiais énormément à ce que je devais gérer en permanence, ne plus le gérer donne la sensation que c'est à la fois plus agréable et en même temps perturbant parce que comment je fais maintenant ? Oui, c'est ça. En fait, quand t'as plus tes peurs, tes problèmes, tes angoisses, tes croyances qui sont là et qui t'aimantent et que tout s'enlève, waouh, en fait, il y a un tellement grand champ des possibles. Je fais des signes, on me voit pas, mais je fais des signes. Faut qu'on le filme le prochain. Je crois. Hein ? Ouais. Puis en plus on est beau donc ça passerait bien. Mais je me permets de reprendre juste le terme, une fois qu'on n'a plus, admettre que la vie c'est avoir des expériences et c'est des sensations et que c'est forcément toujours être mis face à des émotions et des sensations. Oui, ça ne disparaît pas totalement. Ça disparaît dans le sens où on s'allège du passé. Oui, on s'allège. Et je ne sais pas si on peut s'alléger complètement, j'y crois, mais je ne sais pas, parce qu'en l'occurrence, je ne peux pas te dire par rapport à ma situation personnelle que je suis complètement libéré de tout. Mais en revanche, c'est plus léger, et de fait, le quotidien devient plus appréciable. Complètement. Mais du coup... Il n'y a pas de zéro émotion du passé. Non, je pense pas. Ou alors c'est que t'es plus un humain, quoi.
Disons que tu peux imaginer un monde où effectivement le passé te touche moins, où te touche plus éventuellement. Moi, il y a des situations effectivement que j'ai... Alors, j'utilise un terme qui est peut-être pas forcément le bon et on pourra vérifier éventuellement la définition, mais je parlerais de transcender une situation. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un passé qui t'occupe, tu en veux à certaines personnes, des gens qui t'ont pas assez apporté, il y a du reproche personnel, du reproche vis-à-vis des autres, vrai, donc tu tournes en rond. Et transcender cette situation-là, c'est dire en fait, je souffre de cette situation-là et les autres sont probablement pas en train d'en souffrir. Et je leur souhaite pas d'en souffrir, mais dans le sens où pour eux, cette situation est passée, ce qui ne l'est pas pour toi. Et comme elle revient avec le package émotionnel, c'est comme si cette émotion-là, ou cette situation-là, vivait encore en toi. Donc t'en souffres encore alors qu'elle est passée, parce que tu n'as pas transcendé la situation. Et quand je dis transcender, je traduirais exprimer ce qui est en lien avec l'événement, ou les événements. Oui. Et quand ça disparaît, tu te rends compte que tu l'as quand même beaucoup nourri. Ouais. Il y a un proverbe. C'est toi qui m'as dit ça ? Il y a un proverbe fabuleux là-dessus. Tu es ce que tu nourris en toi. Ça doit être toi qui m'as dit ça. Ça résonne un peu avec un proverbe que moi j'ai entendu, que je ne vais pas forcément retraduire parfaitement, mais en gros, quand tu as une idée et que tu la métaphorises en termes de... il y a un loup qui est lié à ta peur et il y a un loup qui est lié à ta joie, regarde celui que tu nourris et tu sauras pourquoi tu le maintiens auprès de toi. C'est-à-dire quand on nourrit... Il y a des gens que je connais qui vont... Ça me fait vraiment penser à eux, ce que tu es en train de dire. J'espère qu'ils vont bien écouter. C'est vrai pour tout le monde, mais la métaphore, elle est là pour inspirer le fait qu'il y a quelque chose en nous, on ne sait pas comment, et c'est là où éventuellement on parlera de sujets qui sont pas forcément de mon cadre de maîtrise, mais j'aime bien en parler quand même. Qu'est-ce que je nourris dans mes croyances personnelles, depuis quand je les nourris, et depuis quand je me fais croire que j'en suis victime. Waouh, alors là, moi, je peux faire plein de témoignages. Bonjour, je viens témoigner. Encore récemment, figurez-vous. Ce que je ne considère pas de la part des patients, c'est qu'ils sont, lorsqu'il s'agit d'idées et d'émotionnels, victimes de ce qui leur arrive. Ils l'ont été, mais ils ne le sont plus. C'est la transition, à quel âge je commence à m'approprier cette situation de choisir inconsciemment, de maintenir ce qu'on pourrait appeler la pelote de laine, nourrir les peurs, nourrir... Quand tu comprends ça, quand tu commences à comprendre que tu nourris toi-même tout ça, c'est difficile de l'accepter. Hein. Ça fait mal. Ouais. Après, il y a l'acceptation aussi. Hein. Ouais. C'est long, l'acceptation. Enfin, c'est long, ça peut être très rapide. Hein. D'une certaine manière, ça dépend ce que tu es en train de parler dans l'acceptation. C'est s'accepter soi-même tel que l'on est, s'accepter dans ses idées un peu erronées, ou s'accepter dans le potentiel que l'on a. S'accepter dans tout, hein, j'ai envie de dire. Dans tout. Dans la globalité. La réalisation d'une évidence, dont on parlait juste avant le podcast, c'est que ce qui est évident, c'est que si c'est moi qui nourris quelque chose qui n'est pas bon pour moi, est-ce qu'on pourrait dire de fait que je m'aime ? Non. C'est une des réalisations qui, moi, m'a touché le plus. Il y a des situations comme ça dans ta vie où tu t'en souviens parce que ça t'a touché de manière très importante. Oui. Soit c'est des traumatismes, soit c'est des réalisations. L'un dans l'autre, ça cristallise un moment. Ça va souvent ensemble d'ailleurs. Enfin, chez moi, c'est comme ça que ça marche. C'est vrai ? Ouais. Moi, je dirais que j'ai vécu des traumatismes qui n'en sont pas vraiment par rapport à tout ce qu'on pourrait entendre de la part des autres, mais ça a été traumatisant pour moi d'un certain point de vue, ça a été sur du long cours, donc c'est un peu différent, mais je dissocie complètement les souffrances d'une époque avec les réalisations d'une autre. Les jours où j'ai réalisé ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire je suis à la source de ce qui me fait souffrir, putain. Ah, on en a parlé de ça aussi, un moment où je t'ai écrit pour te dire que je faisais une crise d'angoisse. Oui, Adrien, je suis en train de mourir. Oui, parce que moi, la crise d'angoisse, c'est toujours lié à la mort, mais je suis toujours vivante. Toute peur est liée à une mort. Ouais. C'est un potentiel de mort. Ouais. Ça peut être intéressant aussi à dire. C'est-à-dire que pour le corps, il n'existe rien d'autre qu'un danger de mort quand il y a une peur. Sauf que quand ce sont des idées qu'on nourrit soi-même, ça devient un peu bizarre parce que pour le corps, c'est incohérent. Oui, puis moi, j'étais en alerte permanente. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'avec le potentiel de soit attaquer, soit fuir, soit se soumettre. Fuir, se soumettre, ça c'est moi, ça. Ouh là là. Sauf que réellement dans ta vie, tu fuis pas tous les jours. T'es tendu, prêt à fuir, mais tu ne fuis pas. Non, heureusement. Alors heureusement, oui et non. C'est-à-dire que ça crée une tension. Non, oui, parce qu'il y a vraiment des moments. En fait,
J'aurais dû fuir. Il y a vraiment des moments où j'aurais dû fuir. Et les moments où j'ai fui, j'aurais pas dû. C'est stupide. C'est ce qui... oui, non. Stupide, ça, je me permets, c'est du jugement. Oui, on est d'accord, oui. Donc, comme c'est pas la situation que tu préférerais, mais à l'époque, tu n'avais pas d'autre moyen. Si c'est stupide, ça veut dire que tu juges celle qui n'a pas agi comme il fallait. Oui, mais je me juge tout le temps. Ok, donc là tu as une idée intéressante que tu nourris toute seule. Oui. Et du coup, ça te plaît? Non. Oui, Quel est l'intérêt du jugement, du coup? Bah, aucun. Alors, il y en a un, si tu le fais, c'est qu'il y en a un. S'il y en a un, pourquoi je me juge? Parce que je veux pas accepter que je puisse me tromper. L'intérêt, c'est pas ça. Ça, c'est le but. C'est la raison. L'intérêt. Il n'y en a pas. Enfin, concrètement, il n'y en a pas vraiment. Mais si tu fais, si tu maintiens un système, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. Je veux me persuader que je vaux rien. Attends, c'est dur. Là, ça va être un peu plus douloureux, si tu me permets. Ouais. C'est un peu plus douloureux. Parce que le jugement, c'est en général perçu comme une idée qui n'est pas la meilleure, où je ne fais pas ce qu'il faut, et donc je vais tout faire pour regarder ce que je ne fais pas bien. Je vais continuer à nourrir ma croyance limitante. Que je suis pas assez. Ouais, c'est douloureux. Et c'est toi qui fais ça. Ouais. Et du coup? Oh la vache, je viens de faire un parallèle avec la discussion qu'on a eue juste avant. C'est-à-dire que le jugement que tu portes, c'est l'idée que tu ne fais pas ce qu'il faut. Mais tu regardes ça avant de éventuellement évaluer ce que tu fais déjà bien. Oh putain. Ouais. Heureusement que les gens n'ont pas la conversation avant le podcast, mais là ils se diraient, mais elle est bête, elle avait pas vu. Ouais. Complètement. C'est pas constructif le jugement, c'est toujours dans la vision de ce qui n'est pas bon. Mais il y a une satisfaction au jugement. Sinon, on ne le maintiendrait pas. Alors, très intéressant. On va continuer du coup sur ça. Pourquoi est-ce que je supporte autant difficilement les gens qui jugent en permanence, alors qu'en fin de compte, je me juge en permanence? Alors ça, c'est toi qui vas me le dire toute seule. Tu vas me le dire toute seule parce qu'il y a une phrase que visiblement tu as bien gardée de ce qu'on a pu dans nos échanges. Oui, on l'a déjà dit, la phrase du frigo. Ouais, la phrase du frigo, il y a quelque chose de ce genre-là. En fait, tu ne supportes pas, ou on ne supporte que très moyennement ce que les autres semblent avoir comme défaut, sans voir que si on le voit chez l'autre, c'est que potentiellement on l'a également. Moi, je me juge en permanence, on vient de le dire, donc j'ai beaucoup de mal avec les gens qui jugent. Et en fait, si j'étais plus compatissante avec moi-même, je serais sans doute plus compatissante avec les gens qui jugent. Ou est-ce qu'inversement? Alors, compatissante, je suis pas fan du terme, parce que c'est soit pour ne pas dire ce que c'est vraiment, soit c'est parce que tu l'as pas honnête, c'est intéressant, mais dans l'idée de si je me juge, il y a quelque chose que je n'ai pas de fait. Je ne m'apporte pas quelque chose de plus vertueux. Et si je me juge, je suis très loin de m'aimer. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand j'étais persuadée que je m'aimais. Si tu n'aimes pas les gens qui jugent, tu juges les gens qui jugent. Ça tourne en rond. Oui. Mais j'aime bien tourner en rond. T'as bien compris que j'aimais bien tourner en rond. Mais j'aime bien tourner pendant des années dans les mêmes situations. C'est probablement aussi dire que finalement, l'amour que tu as pour les autres, il est... Attention à ce que tu vas dire là. Oui. Attention. Non, mais l'amour que tu as pour les autres, s'il est lié au jugement de leurs bonnes attitudes, tu les attends au tournant. Ouais. T'es pas la seule. Hein. Oui. Et je suis loin d'être exempt de ça non plus. C'est que juger, c'est toujours une critique négative. Critiquer, c'est positif ou négatif. C'est là où les gens supportent pas la critique parce que ça a l'air d'être un jugement, mais critiquer, c'est dire voilà ce que j'observe, mais ça vient d'une réalisation par rapport à ci, par rapport à ça, parce que je peux te dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et en faisant ça, soit tu permets à l'autre, parce qu'il est capable de l'entendre, ce qu'il peut faire évoluer s'il en a envie, et en même temps d'être valorisé par ce qu'il fait déjà bien. Ouais. Tu as le droit de critiquer ce que tu es, si c'est constructif. Pour moi, c'est comparable à cette phrase que peu importe ta croyance, tant qu'elle fait de toi quelqu'un de bon. Ok, mais alors comment tu différencies la critique constructive de la critique non constructive, Adrien Malfroid? J'adore. Je saurais pas te dire, là j'ai pas un fil à dérouler derrière ça, mais de l'approche que j'en aurais, c'est que déjà, est-ce que l'autre est prêt à recevoir la critique et est-ce que toi tu aimes les critiques? Cette notion que la critique est difficile à recevoir pour la plupart des gens,
elle l'est pour moi aussi d'une certaine manière, mais elle a toujours une forme, si elle est juste, de vérité. Mais alors est-ce qu'elle peut s'appeler critique? Parce que si tu veux, dans ma tête... Qu'est-ce que tu mettrais comme terme? Constatation. Alors, ouais, constatation, ça veut dire que ce que tu revois ou vois chez l'autre... Suggestion. Suggestion, c'est intéressant, mais c'est un terme un peu enrobant Oui. de ce que le terme veut dire critique. Je critique, c'est que j'analyse. Alors, analyse, du coup. Admettons, ok. Analyse, oui. Ok. Critique, je trouve que ça a un côté négatif. J'arrive pas à associer du positif. C'est parce que tu n'y vois que le jugement. Ouais. Alors d'accord. qu'une critique peut être positive ou négative. De fait, si Mais elle oui, une critique culinaire, une critique littéraire, bien sûr. Ouais, ok. En fait, c'est vraiment le sens des mots. c'est que à partir du moment où tu bloques sur un terme, effectivement, tu vas bloquer le sens potentiellement. Et je dis pas que là, pareil. Je ne détiens pas la vérité, mais de mon point de vue, si une critique peut être positive ou négative, c'est pas critique le terme qui va pas. C'est comment est-ce qu'elle résonne derrière. Et effectivement, une critique qui n'est que négative devient un jugement. Okay. Si c'est constructif, parce qu'il y a à la fois une vision positive et négative, c'est une critique qu'on pourrait définir comme constructive. Oui, mais alors tu vois, par exemple, avant j'étais super comment on dit, susceptible à la critique. Non, c'est pas ça le mot. Enfin, si, j'étais super susceptible, super atteignable très facilement. Dès qu'on me disait quelque chose, je changeais parce que je prenais la vie extérieure comme. Tu changeais, tu t'adaptais à ce que. Je m'adaptais, toujours. Je me suis toujours adaptée. J'ai pas fait 10 ans avec mon ex-mari pour rien, je pense. C'est cadeau. Et là, plus du tout. Donc j'ai du mal à comprendre comment je peux être... En fait, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse maintenant, c'est comme si, comme j'ai retrouvé une vraie confiance qui vient de l'intérieur de moi et qu'à 80% je me fais confiance à mon intuition et tout, je comprends pas pourquoi je continue à être aussi dure avec moi-même. T'as dit 80%. Ouais, donc c'est les 20... Ouais. Il y a un système, il y a un système... Si, en fait, ils ont 20%, ils ont tant de pouvoir que ça. C'est quelle attention tu y portes. Parce que si tu me dis j'ai 80% où ça va mieux et 20% où ça va pas, si tu portes toute ton attention aux 20%, tu nourris les 20%. Tu nourris les 20%. Ouais, mais pourquoi ils grandissent pas plus alors? Pourquoi ils restent à 20? Parce que ce que tu as acquis, tu peux pas le remettre en question. Okay. La sensation agréable, une fois que tu la connais dans toi, que tu peux dire c'est plus léger, plus doux, plus chaleureux, tu ne peux plus échapper à cette sensation et cette volonté. Elle part, elle revient jusqu'au jour où elle reste en face. Oui, mais tu as peut-être pu analyser aussi qu'elle est juste camouflée derrière ces émotions dont on parle. C'est ça. Elle est toujours plus ou moins là, elle est un potentiel, et comme c'est un potentiel, c'est pas quelque chose que tu acquiers par l'intervention de quelqu'un d'autre. En fait, je l'ai vraiment découvert ça quand j'ai fait mon EMI. Je sais pas si je t'ai dit ou si on en a parlé dans le dernier podcast. Il me semble pas, on a dû en parler en séance. Là, comme ça me dit rien, mais peut-être. Si, on en a parlé. On en a parlé parce que tu m'as raconté une de tes anecdotes, mais c'était en consultation. Tu sais, je t'ai dit que j'avais mangé un gâteau dans lequel il y avait du beurre de chanvre. Alors, je me droguais pas du tout, j'ai mangé ça par erreur. Et en fait, j'ai fait une EMI et je suis morte cliniquement. Et je suis revenue. Et quand j'ai été déclarée morte cliniquement, j'ai ressenti une sensation, tu sais, là, ce qu'on décrit, le couloir, la lumière, etc. Et en fait, quand tu commences à lâcher prise, donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'était il y a 12-13 ans. Il y a beaucoup plus longtemps même. Bon, bref, il y a 13-14 ans. Et maintenant, quand je commence à venir à cette espèce de joie, cette espèce de sentiment de liberté, de trucs que je lâche, ça se rapproche de la sensation que j'ai eue pendant mon EMI. C'est trop bizarre en fait. C'est ce truc blanc où t'es dans une espèce de voile. Une espèce de complétude. Complétude, ouais. C'est le sentiment de... Je me suis elle a rien qu'en parler, ça me... Oui, c'est intéressant parce que du coup, si tu arrives à la faire revenir juste par l'évocation de cette expérience-là, pourquoi tu le fais pas tous les matins? C'est marrant parce que j'ai discuté avec quelqu'un il y a très peu de temps, qui est une thérapeute aussi, qui m'a dit ça. On avait une discussion pas de consultation, c'était une discussion entre deux personnes, quoi, et elle m'a dit ça. Elle m'a dit exactement là. Mais en fait, à partir du moment où ça s'est ouvert quelque part en toi, tu peux y retourner. Pense-y et rien que d'y penser, ça va revenir. C'est la délicatesse pour la plupart des patients, c'est est-ce que j'ai déjà connu ça dans ma vie et donc me rappeler à cette sensation-là. On a fait un exercice là-dessus. Où je ne l'ai jamais connue et donc c'est quelque chose à découvrir, mais qui peut expliquer aussi pourquoi dans nos situations
quotidienne, on est souvent dans l'idée que en fait c'est ce que je suis, c'est mon caractère, il faut que je fasse avec. Les angoissés ont l'impression que c'est insurmontable, que ça ne bougera jamais, que la plupart des gens qui sont incapables de s'affirmer ont l'impression qu'il va falloir qu'ils supportent toute leur vie les gens qui s'affirment contre eux. C'est toute la nervosité de certaines mamans, de certains papas, on va dire dans la majorité des cas, la nervosité c'est une accumulation. Et en gros, il va falloir que j'apprenne à accumuler encore plus. Ouais. Et là on parle de charge mentale, de charge émotionnelle, c'est de mon point de vue un choix inconscient de maintenir ça par ignorance qu'on peut faire autrement. Et c'est là où, dans l'approche thérapeutique, souvent, ce qui mène les gens à réaliser, c'est la question. Ouais. Tant qu'il n'y a pas la question... Parce que c'est pas important que le thérapeute sache où tu dois aller. C'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que tu y viennes de toi-même. C'est pour ça que parfois, il y a des intuitions, et on a envie de poser des questions, on a envie de t'emmener sur un chemin. Et je dis les thérapeutes tous compris, c'est que le cheminement personnel est plus intéressant que l'intelligence du thérapeute qui te dit voilà, c'est ça que tu peux. Ouais, c'est passionnant ce que tu me dis, parce que moi j'ai tendance justement à pas encore maîtriser ça en tant que thérapeute, si tu veux. J'ai tendance à être impatiente, comme je vois chez la personne en face le potentiel, la chose, oui, ouais. J'ai pas de patience. Je me dis Parce que qu'est-ce que tu veux derrière ça? Là, il y a un truc un peu plus subtil encore. C'est-à-dire que c'est pour elle ou pour toi? Non, là, je parle pas forcément de... Alors, pour elle, je dis le patient-patiente. Patient. L'impatience vient du fait que tu veux être toi dans une forme de reconnaissance de ton rôle. Ah, intéressant. Ou pour elle, presser qu'elle aille mieux. Presser, alors pas du tout de reconnaissance, c'est pour elle presser qu'elle aille mieux, parce qu'en fait, tu sais, t'es comme au début quand tu tapais du pied, quand j'étais là. J'ai pas fini, Sophie. T'es pressé qu'elle aille bien parce que c'est important pour toi, ou d'abord t'es intéressé par le fait qu'elle y vienne parce que t'as confiance qu'elle y viendra? Alors j'ai confiance que les personnes en face de moi y viendront. Donc, non, il me dit non, il me biscoule la tête, il dit non. parce que dans non, mais on va se filmer, je vous le dis. Dans l'urgence, c'est pas une urgence complètement pour elle. C'est ton urgence. La personne ne sachant pas là où elle va, elle n'a pas d'urgence. Elle se laisse porter quelque part et pourrait même être agacée par ton urgence. Ah purée, ouais. Très intéressant, parce que je pense à une personne, mais je pense à une autre personne là, une femme qu'on va appeler... Attends, faut que je trouve un prénom de quelqu'un que je connais pas, Juliette, et avec qui je parle tous les jours, et qu'on a des discussions incroyables et transcendantes du genre que je peux avoir avec toi. Et en fait, en ce moment, elle est dans des problématiques, et je vois les problématiques, et je vois tout ce qui pourrait être... Et en fait, je m'impatiente, parce que ça m'énerve, parce que les solutions sont là, mais elle veut pas les voir. Mais en fait, elle a son temps de cheminement, elle n'est pas... Oui, en gros, c'est ce que je voulais suggérer, c'est que tu n'acceptes pas l'évolution nécessaire, parce que tu sais là où elle voudrait, où tu voudrais qu'elle aille. Oui, je voudrais qu'elle aille, oui. Voilà, c'est pas où elle voudrait, elle. Tu sais là où tu voudrais qu'elle aille, mais tu n'évalues que très peu par quoi elle doit passer pour y arriver. Merci. Et qu'il y a des étapes essentielles. Par exemple, admettons, tu viens parce que tu as envie d'exprimer la colère, mais tu te rends compte qu'avant la colère, il y a tellement de peur que tu as beau vouloir la colère d'abord, se confronter à la peur est l'essentiel du moment. Merci, Adrien. C'est pour ça que l'impatience, c'est je veux le résultat en n'appréciant pas du tout l'évolution. Alors que moi, mon plaisir est dans l'évolution. Mais t'as tout compris, le plaisir il est dans l'évolution. Je sais pas si j'ai tout compris, mais c'est qu'à la limite, le résultat, c'est ce qui se passe avec certains patients. C'est je vais mieux, merci, au revoir. Tant mieux pour vous. Ça me rappelle ma randonnée à la montagne de cet automne, où la première fois que j'ai monté le sommet que j'ai monté, donc l'année d'avant, je voulais absolument être en haut du sommet. Absolument. J'ai pas vu le chemin, j'ai pas vu les arbres, j'ai pas vu les cailloux. Ça m'a paru très long de monter. Et quand je suis arrivée en haut, j'étais contente d'être en haut, tu vois. Et j'ai refait la même rando l'année d'après, donc cet automne. Et en fait, je sais pas pourquoi, je faisais attention à tout, aux cailloux, aux ruisseaux, aux arbres, au vent, au bruit. Et en fait, j'ai eu l'impression que j'avais monté en 1 heure, et arrivé en haut, j'étais contente sans plus, parce que j'avais trouvé que le chemin était tellement beau. Ouais,
Ben voilà. C'est extrêmement symbolique. Ouais, fort. Hein. C'était Extrêmement incroyable cette journée-là. Extrêmement symbolique. Parce que pour le coup, sur l'évolution personnelle, même en thérapie, on pourrait parler de ça. C'est-à-dire que il est plus facile d'apprécier le chemin qui nous emmène vers un truc un peu plus épanouissant si déjà sur le chemin, il y a des signes d'épanouissement. La symbolique, j'ai envie de pleurer tellement c'est... Avec le recul, là, je vois la différence. Tu sais, souvent, je me dis, j'évolue pas, je change pas. Waouh, la différence, elle est... 80-20, tu te concentres sur les 20, plutôt que de voir ou d'apprécier, ne serait-ce que ça, comment t'en es arrivé à 80. Je voudrais remercier tous nos auditeurs et nos auditrices parce que je viens d'économiser 120 € de consultation. N'hésitez pas à enregistrer des podcasts avec Adrien. Très volontaire, en fait. C'est que, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que une fois que tu touches du doigt le côté léger, doux, chaleureux, cette sensation agréable qui pourrait s'apparenter... Putain, j'ai envie de pleurer, en t'imagines pas, là, on voit que je suis dans une période de... Waouh, bon, vas-y, parce que c'est une fois que tu ressens quelque chose qui s'apparente à de la joie, et que tu réalises le potentiel que ce n'est pas le thérapeute qui l'amène, mais toi-même, parce que tu t'es autorisé à t'ouvrir à ça, de réapprécier le chemin qui t'a emmené à cette sensation-là. Ensuite, cette sensation-là, elle est évolutive, parce que la vie, de toute façon, c'est toujours, je vais pas dire des épreuves, mais forcément qu'il y en a, mais ne serait-ce que des petits couacs qui peuvent arriver, qui font passer par d'autres émotions, qui donnent l'impression que la joie est plus présente. Sauf que soit tu as confiance dans le processus qui t'a amené à la joie, et donc tu autorises toutes les émotions à être exprimables, ou alors il y a encore un peu de retenue qui pourrait donner la sensation que la joie se grignote, s'estompe au fur et à mesure, et c'est comme si tu la reperdais à nouveau. Ouais, alors que non, en fait, elle est toujours là. De mon point de vue, elle est toujours là. Il y a quelque chose en toi qui a un potentiel d'exprimer ça, et si tu le ressens pas, c'est qu'il y a autre chose qui est privilégiée. Alors après, c'est quels sont les outils, comment est-ce qu'on y vient, et c'est que l'interrogation pour comprendre, et c'est là où j'avais une notion tout à l'heure au début de l'entretien, où je ne maîtrise pas bien cette idée-là, mais j'ai une traduction que j'en ferai. On ne parle pas d'ego, on n'en a pas encore parlé vraiment, de l'ego. Non. L'ego, c'est un truc un peu compliqué, parce que même moi, je l'appréhende que très mal. Mon point de vue par rapport à l'ego, c'est que c'est une part de nous, enfants, qui a souffert de certaines situations, et qui fait de son mieux chaque jour pour continuer à justifier ce processus-là dans le passé, dans le futur. Dans le futur, dans le présent. Dans le futur. Présent et futur. Et que... Je mets plein de miettes. Excusez-moi, je suis en train de manger un croissant en même temps qu'Adrien parle et je lui mets plein de miettes dans son bureau, il va être content. Et que la souffrance de l'enfant, elle est justifiée à l'âge adulte comme ses traits de caractère, c'est comme ça que je suis, je peux pas changer, des choses de ce type-là, ce qui fait que l'ego a tendance à diminuer, mais parce qu'il est plus apaisé, et il y a autre chose qui se révèle de fait. Ouais. Je sais pas si je le dis comme il faut, mais... Si. Alors en tout cas, c'est très vulgarisé, comme on peut dire. C'est-à-dire que tout le monde va très bien comprendre ce que tu viens de très bien imaginer. Pour autant, d'autres vont opposer qu'effectivement l'ego n'est pas défini comme ça, et que ce sera tout à fait juste de leur part. C'est que... Non, mais pour dire, c'est-à-dire que cette vision de l'enfant qui a souffert et qui aujourd'hui est encore, parce qu'on est tous plus ou moins des adultes avec un enfant qui souffre intérieurement, on se fait croire qu'on est des adultes, mais au final, on est tous dans une recherche de naïveté et d'évidence. Oui, la naïveté de l'enfant, parce que l'enfant est dans le présent, quoi. Et puis il y a joie dans l'émerveillement. Voilà, et la joie est souvent liée à une espèce de jeu. Donc jouer à vivre, c'est encore plus drôle que de se faire croire qu'on existe. Ouais, et encore une fois, on va pouvoir voir, parce que je me souviens qu'au début, quand je venais te voir, alors aucun rapport avec le travail qu'on a fait ensemble, mais pour donner une notion de temporalité, donc je sais pas, ça doit faire 6 mois, je supportais pas le rire de mes filles, je crois qu'on en a parlé. Je supportais pas les entendre rire ou quand c'était très intense ou juste tout le temps? Tout le temps. Ouais, ok. Tout le temps, sauf quand c'était tout renfermé, mais quand c'était expressif, normal, sans hurler, je supportais pas. Je disais, on arrête. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je leur interdisais la joie parce que je me l'interdisais, et aujourd'hui, quand elles rigolent, putain, Adrien, je vais chialer. Quand elles rigolent, je rigole aussi. Tu vois ? Je me suis autorisée à ressentir ce que... Je sais d'où ça vient, parce que mon père était comme ça, parce que lui-même a été comme ça, etc. C'est une reproduction.
Il m'a empêché d'être une enfant. Il a voulu que je sois tout de suite une adulte. Que j'ai pas d'expression d'enfant et du coup je l'ai reproduit avec mes enfants. Et comme je m'en libère de plus en plus, waouh, je réalise que du coup je libère mes enfants de ce que j'aurais pu être. Tu évites à tes enfants d'être dans une inculcation de quelque chose qui n'est pas bon. Et en revanche, elles te libèrent en t'invitant à autre chose. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose que tu as réveillé en moi, la notion d'égalité entre l'enfant et l'adulte. Puisque, c'est ça, c'est-à-dire que éduquer un enfant pour devenir un futur grand sans rien perdre de l'enfant, c'est un équilibre plus intéressant que effectivement passer trop vite à l'âge adulte et d'être un adulte qui est indéfinissable. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça veut dire être sérieux. Ça n'a rien à voir. Ouais. Où est le plaisir d'en être sérieux? C'est-à-dire que oui, il y a des temps pour être sérieux, mais en même temps, on peut tout à fait être léger et joyeux dans le côté sérieux. Ouais, alors que pour moi, c'était impossible. Et je le comprends. C'est soit j'étais très sérieuse, très dure, façon... On pourrait dire strict. Strict, ne citons personne, mais façon ça, quoi. Et ou soit j'étais youhou, tout feu, tout flamme, donc je me sentais pas crédible quand j'étais tout feu, tout flamme, et j'avais l'impression que pour être crédible, il fallait que je sois l'extrême inverse. Donc tu avais deux oppositions un peu fortes, deux extrêmes, un peu, tu verrais ça comme ça? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu ressens encore les deux extrémités ou ça semble se rapprocher d'une espèce de... je les ressens, mais je viens vachement plus au milieu. En fait, je me rends compte que je peux être très crédible professionnellement, humainement, etc., tout en ayant cette part de moi qui est un peu joyeuse. Avant, j'aurais dit faux folle, mais maintenant, non, joyeuse. Et être joyeuse n'a pas à empêcher d'être bon dans ce que tu fais. Il y a une suggestion aussi derrière le côté extrême, c'est l'intensité des sentiments. Ouais. Parce qu'il y a dans l'intensité des sentiments une évidence de ce qu'on ressent. Et quand c'est subtil, c'est parfois impalpable. Donc c'est délicat d'arriver à analyser comment je me sens. Ça a l'air d'être neutre, mais neutre n'existe pas vraiment en émotionnel. Tu sais qu'il faudrait vraiment qu'on se filme, parce que rien que de faire le mouvement comme ça, je trouve que c'est plus facile à associer au mot. Parce que le geste que tu fais, tu pars des extrêmes pour revenir à quelque chose qui est une forme d'équilibre. Si on imagine une balance entre les deux. Ouais, mais je trouve que visuellement, pour les gens, ça aide beaucoup plus. Moi, j'ai un symbole que j'aime porter aussi, c'est la notion de boussole. Parce que la boussole... Ouais, super, bonne question. Oui, d'accord, très bien, Adrien. Bah non, pourquoi? Je veux savoir, c'est marrant, parce que mes filles jouent avec une boussole en ce moment. Donc, qu'est-ce que représente la boussole pour toi de manière évidente en premier lieu? La direction. Ouais, laquelle? Le nord. Ok, donc ça t'oriente vers le nord. Bon, si ça t'oriente vers le nord, ça te donne les autres points cardinaux de fait. Oui, okay. Merci. Ensuite, ça te donne le nord, c'est une indication intéressante, mais dans la représentation de la boussole, où est-ce que toi tu es par rapport à ces points cardinaux? Au milieu. Au centre. Au centre. Et ben tu vois, je me suis sentie au centre et dans ma tête, je me suis vue en bas. Et j'ai dit non, je suis au centre. Donc ça veut dire que je ne me mets plus dans un extrême. J'arrive vraiment à me remettre. Et en tout cas, j'en ai la volonté d'être au Probablement que se sentir centré vient de cette notion que plus je suis centré, plus j'ai de l'équilibre dans ma façon d'être. Moins c'est extrême, c'est-à-dire qu'on peut me mettre en colère, mais ma colère va monter crescendo, je ne suis pas déjà à l'extrême de la colère. Et si je suis touché, je vais avoir les larmes aux yeux, mais je ne vais pas chialer comme... Oh la vache, je vais pas chouiner, quoi. Merci, parce que en enregistrant ça, je vois tout le chemin que j'ai fait. Tu sais, hier, c'était carnaval aux écuries. Qu'est-ce qu'elle va me dire? C'était carnaval aux écuries et chaque année, j'organisais le carnaval avec une amie. Vrai carnaval, parce que du coup, moi, je connais pas ça. Carnaval, c'est-à-dire qu'on se déguise tous, on déguise nos chevaux, on se déguise, et il y a des épreuves, tu dois sauter des obstacles. Et chaque année, j'étais tout feu, tout flamme, Adrien. Alors, le costume, je fais toutes les épreuves, jure, on n'entend que moi, on voit que moi. Et hier, pour la première fois... en fait, j'ai pas organisé le carnaval cette année, j'avais pas envie. Je suis arrivée, j'avais pas spécialement envie de participer, puis là je me suis fait un peu tanner, genre bon, tout le monde est déguisé, tu vas quand même faire un effort, donc je l'ai fait. Et en fait, je l'ai fait, j'ai adoré voir les gens qui étaient hyper excités, mais j'ai pas fait de démonstration à la Sophie comme j'aurais pu faire avant. J'ai juste eu envie d'être là dans le présent et de profiter avec ma jument, et j'ai compris, j'ai fait un message
à ma meilleure amie après, je lui dis, j'ai compris un truc. Alors, il y avait plein de choses qui n'allaient pas selon moi dans le comportement de Julière, mais il y a un truc qui a été très clair et très évident pour moi, c'est que j'ai plus ce sentiment et ce besoin de me cacher derrière le masque de la fille qui fonce, qui fait mille et une choses dans un extrême. Parce que du coup, je m'affiche énormément, mais je suis quand même caché derrière un masque. Ah oui. C'est fabuleux parce que ça, c'est complètement paradoxal dans la verbalisation. Et donc, pour toi, l'extrême de cette fille qu'on pourrait dire fofolle, si ça te va, avant, j'aurais dit ça. Donc, ce côté fofolle, c'était un masque pour camoufler l'insécurité. Oui. Fabuleux, hein. Ouais, intéressant. Là, vous verrez les yeux d'Adrien qui pétillent, le thérapeute n'en peut plus. Parce qu'il y a un côté passionnant dans le paradoxe. Souvent, dans l'émotionnel, il y a du paradoxe. Oui. Dans le fonctionnement, c'est paradoxal. J'ai envie d'un truc, mais je fais tout l'inverse de ce qui est nécessaire. Ouais, oui. Et j'avais envie de calme, de sécurité, et je me mettais tout le temps en danger. Ma mère va hurler parce que j'ai dit putain au moins 3 fois, je crois, depuis le début du podcast. C'est comme le fait que je veuille sauter absolument à l'élastique, mais là du coup j'ai plus du tout envie en fait. Ok. Alors après ce sont des étapes parce que c'est en gros créer la réaction inverse, que j'ai pas besoin d'intensité parce que finalement j'ai besoin d'un esprit plutôt calme, mais ensuite il peut y avoir des sensations agréables qui sont, de mon point de vue, le terme ça serait maîtrisé, c'est en gros je vais chercher une sensation extrême parce que j'aime bien aussi les sensations extrêmes. Oui, j'aime. Mais je ne suis pas que dans la sensation extrême. Alors qu'avant j'étais toujours dans l'extrême, c'est ça. L'un ou l'autre. Donc je peux m'asseoir, ne rien faire à côté d'un bord de rivière et juste méditer, et je peux sauter à l'élastique parce que j'ai ça en moi dans ces capacités-là. Ouais. Et du coup ça te fait un juste... Tu vas chercher ce que la vie a à offrir quelque part. Mais ça, je veux savourer aussi. Mais en fait, là on était vraiment avant dans la notion de se mettre très extravagant ou très en danger. J'étais passionné par le fait que tu reconnaisses qu'il y a un masque derrière ça. Oui. Parce que souvent les masques sont plutôt liés à s'effacer, se protéger. Et que là, finalement, je m'affiche, je vais sur le devant de la scène avec un masque. Tu crois que les masques sont liés à se protéger et à s'effacer ? C'est certainement pas pour être soi-même. Ouais, ça je suis d'accord, c'est certainement pas pour être soi-même, mais justement la folle fonceuse, c'était pas moi-même, c'est une partie de moi, mais je ne portais que ça, alors qu'il y avait une toute petite chose fragile tout au fond. Redis-moi, repose-moi la question, tu crois que les masques, c'est pour se protéger ? Oui, merci, j'ai répondu à la question tout seul. C'est quand on définit une carapace, un masque, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas révéler. Donc il y a une forme de protection où on protège une part de soi. Moi qui étais très timide dans mon enfance, la première chose, c'était la peur que les autres découvrent mes faiblesses. Et donc je faisais tout pour pas montrer de faiblesse. Mais alors qu'est-ce que j'étais dans le jugement de ce que les autres avaient comme faiblesse ? Oui, oh là là, moi aussi c'est fou parce que je ne supportais pas. Je disais mais en fait, c'est évident, regarde ce que tu fais mal. Et je regardais surtout pas en moi. Moi je jugeais beaucoup les gens très extravagants. Alors que j'étais là, et que je suis toujours un peu derrière. Mais c'est ce qui est justement passionnant à voir, c'est que les lectures sur le paradoxe émotionnel, c'est je crée des attitudes qui sont parfois à l'opposé de ce que je voudrais être. Et je juge ceux qui sont comme moi. J'ai une question qui n'a rien à voir avec le podcast. Pourquoi cette lumière est allumée depuis tout à l'heure alors qu'il fait grand soleil ? Mais toutes les lumières sont allumées. Quand t'es arrivé, il faisait nuit. Tu remarqueras dans la pièce, tous les coins sont éclairés. Ah, alors ça a une symbolique ? Ça peut être... Non. Non, pas du tout. Une symbolique, non, mais c'est pour le côté chaleureux de la pièce. Ok, maintenant Mais parce que Sophie Roy, à chaque fois qu'elle vient, elle découvre des nouvelles choses en disant qu'est-ce qu'il y a de différent ? C'est juste ouvre un peu plus grand les yeux. Je te jure sur la tête de mes gosses que j'avais jamais vu qu'il y avait des lampes. C'est pas possible. Non mais bon. Tu découvriras d'autres choses. Oui, mais on en a parlé dans ce podcast-là, donc les gens sauront que je... Mais ça, par contre, on est d'accord que c'était pas là. Ça, c'est nouveau. Oui, il faut bien que je les renouvelle. Quand même, il y a des choses nouvelles. D'ailleurs, c'est bon, j'ai pris les 2. Il n'y en a plus maintenant. J'en ai même perdu une. Ça, c'est inspiré par mon hypno thérapeute. Qu'on embrasse. Ouais. Sincèrement, en plus. Et c'est espèce de petits objets d'ancrage pour fin de séance. Je t'en prends un à chaque fois. Là, j'en ai pris 3, donc je vais les reposer. Ouais, je vous mettrai des petites photos. Une petite plume. Ah, c'est nouveau, ça. Oui, tout à fait. Ah, je suis contente. Parce que j'ai déjà toute la collection, je vous explique. J'ai le gouvernail, j'ai le nuage, j'ai l'encre, j'ai la note de musique quand on avait fait l'atelier sur les émotions.
Et j'en avais un autre, il y a un soleil aussi, je l'ai, voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai la plume. Ah, tu vois un soleil? Parce que c'est plutôt des roues dentées. Hein. Oui, voilà, bah, j'avais ça. Bah, moi, c'était un soleil pour moi. Ok, c'est plutôt roue dentée pour moi. Bon, bah écoutez, oui, bah maintenant que tu le dis, je vois plus de soleil, mais... C'est plutôt au symbole du mécanisme, ouais. Mais ça, c'était passionnant parce que c'est du coup elle qui m'a inspiré. Parce que je cherchais justement quelque chose à donner. Alors, c'était plutôt avec les séances d'enfants. Oui, mais bon, Non, mais nous sommes des grands enfants. Non, mais oui, mais moi, j'ai les miens. Hein, du coup, c'est un objet de rappel du travail que tu as fait. Et donc, c'est à la fois de l'ancrage, et il y a différentes méthodologies pour l'ancrage. L'avantage des ostéopathes, c'est que quand on touche le corps, les points d'ancrage sont faciles à faire. Tu développes une idée, tu poses une question en même temps que le patient sur la table a un toucher particulier. Donc, l'ancrage, c'est potentiellement une mémoire inscrite avec un objet ou un geste. C'est pas pour rien qu'en général, on serre la main des patients et en même temps, on tape sur l'épaule. Portez-vous bien. D'accord. C'est le petit secret de l'ostéo qui vient. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres parce que la manière de poser un ancrage, c'est tout aussi différent. C'est-à-dire, soit tu fais en sorte que le patient se l'approprie, soit tu essayes, parce qu'encore une fois, tu n'es pas maître de ce que l'ancrage va être. Tu passes par des processus qui s'apparentent à de l'ancrage sans forcément mettre le patient au courant. J'aime beaucoup. Bah écoute, aujourd'hui Tu prends la plume. Je prends la plume. Comme symbole de liberté. Ok. Je sais pas pourquoi, mais c'est le mot que ça m'inspire. Liberté, ça marche. Parce que le premier, ça serait plutôt légèreté. Légèreté, oui, c'est vrai, mais j'ai vraiment envie de dire liberté en le voyant. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça me fait penser à un oiseau qui est libre. J'en sais rien. Voilà, et bien c'est fini. On est bien, c'est pour faire une jolie coupure là. Ouais, c'est vrai, on peut faire une pause là. On peut faire une pause parce qu'en plus j'ai envie de pisser. Ok, alors je ne peux pas finir le podcast comme ça, on est d'accord. Et en même temps, je ne peux pas faire de montage plus... je ne peux pas inventer une fin et modifier celle-ci. C'est peut-être ce qui fera son originalité. Moi, en train de dire à Adrien que j'ai envie de faire pipi. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité, pour toutes les choses que je vous ai dit dans l'intro de ce podcast. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec Adrien et promis, cette fois, on clôturera mieux. Et au final, est-ce que c'est pas ça qui fait le charme? Être totalement vrai. Merci à toutes et à tous. Et je vous laisse avec cette magnifique chanson qu'évidemment Adrien et moi adorons. Est-ce que je chante? En plus, s'il est pas là, il pourra pas m'empêcher de le faire. Ah là là. À bientôt tout le monde.